1956. En Versalles, es magistrado del Tribunal de Cuentas de París, es miembro de la Pontificia Academia para la Vida y consultor del Consejo Pontificio para la Salud. Está casado con Karine Lejeune, que es la hija del profesor Lejeune, y con ellos tienen 9 hijos. Es actualmente, bueno, siempre lo ha sido, creo, presidente de la Fundación Lejeune francesa desde sus inicios en 1995. Y tenemos el honor hoy de escucharlo, nos dio su tiempo para explicarnos un poco la misión de la Fundación y el mensaje especial que tiene para nosotros todos acá, a 12.000 kilómetros, todos muy entusiasmados. Es un honor tenerte, Jean-Marie. Donc c'est à toi la parole, Jean-Marie, c'est un honneur, merci beaucoup pour ton temps que tu nous dédies, et on sait que la Fondation a une grande place dans le cœur de toute la Fondation argentine, et une grande dans le cœur de tous les membres de la Fondation française. Donc merci, et merci pour ton temps. À toi. Merci Emmanuel. Et merci Monsieur le Président. Bon, comme ça? Coupe-moi. Comme ça. Ça y est. Donc j'ai cru comprendre que vous vouliez que je vous parle des débuts de la Fondation Jérôme Lejeune, au moment où prend naissance la Fondation argentine, c'est bien ça? Tu m'entends? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, entonces Jean-Marie nos dice que nos va a hablar de los inicios de la fundación en Francia ya en los años 90, en un momento que es importante para nosotros, que estamos fundando. C'est bon comme ça? Tu m'entends, Emmanuel? Oui, oui, on t'entend. Tu m'entends, Emmanuel? Oui, on t'entend bien. Toi, non? Tu m'entends, Emmanuel? C'est bon? Tu m'entends? Oui, oui. Oui. Et je peux commencer? Oui, tu peux commencer. Très bien. Emmanuel, j'ai compris que tu voulais que je parle un petit peu de la Fondation française et des débuts de la Fondation française au moment où est en train d'éclore la Fondation argentine. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Tu traduis? C'est exactement ça le sujet. Entonces, sí, Jean-Marie nos va a hablar de los inicios de la fundación en Francia. El profesor Lejeune se murió en el año 94 y muy rápidamente armaron esto. Entonces, toma todo sentido hablar de esos momentos delicados de nacimiento para nosotros que estamos en Argentina, ¿no? Así que adelante, Jean-Marie, en avant. On t'écoute. Je voudrais dire que la Fondation française, elle a commencé dans l'enthousiasme. Et c'est un moment très important, le début d'une œuvre, comme le début d'une relation, le début d'une aventure. Il faut toujours conserver l'enthousiasme des débuts, que ce soit dans la vie matrimoniale, religieuse, professionnelle. Il faut toujours se souvenir des débuts enthousiastes. Et je vais vous dire sur quoi reposait cet enthousiasme. Alors, entonces, lo que nos dice Jean-Marie es que, como en todo conocimiento, él tiene un recuerdo de un gran entusiasmo cuando fundaron en su momento la fundación, y como en muchos planos de la vida, es muy importante guardar ese entusiasmo, como en el matrimonio, en una vida profesional, religiosa, lo que sea, siempre hay que nutrir ese entusiasmo inicial, y nos va a hablar un poco de este entusiasmo que tuvieron en su momento. On a eu le sentiment de commencer quelque chose d'original, de créer quelque chose de nouveau, qui n'existait pas, et en même temps quelque chose qui présentait un caractère contradictoire, donc il y avait une sorte de défi. L'aspect nouveau, c'était de continuer l'œuvre de Jérôme Lejeune,
Et ce qui était nouveau, c'était de l'annoncer à tous ceux qui avaient été désolés par la mort rapide et inattendue du professeur Lejeune et qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient suivis, je parle des patients, par Jérôme Lejeune. Donc, en fait, ces gens-là ont été déçus aussi par le fait qu'ils se retrouvaient sans protecteur sur le plan médical et scientifique. Et là où nous avons créé une forme de surprise et d'enthousiasme, c'est que tout de suite, dès sa mort, on a dit « Ne vous inquiétez pas, vous nous faites part de votre désarroi et nous allons y répondre en créant une fondation qui va poursuivre l'œuvre de Jérôme Lejeune. » Ça, c'était l'élément déclencheur qui a créé la surprise et qui a créé l'enthousiasme. Oui. Alors, entonces lo que nos dice es que al principio, cuando se nos fue el profesor Lejeune de una manera muy prematura, el primer punto que le suscitó entusiasmo es crear algo que fuese original, que entonces había ese grano de querer crear algo original que no existía. El segundo punto que también enseguida los motivó y les nutrió ese entusiasmo fue de ir al encuentro de todas estas familias y todos estos pacientes que habían conocido muy de cerca al profesor Lejeune y que en algún sentido se encontraban huérfanos por la ida del profesor Lejeune. Entonces son dos elementos muy importantes que nos señala, es uno la originalidad del proyecto con sus desafíos, porque cualquier cosa original es desafiante, y lo segundo es saber que había muchos pacientes y familias que añoraban esto y entonces algo había que hacer. Et puis la deuxième chose qui représentait un défi, c'est qu'on avait bien conscience que Jérôme Lejeune était aussi, comme l'a dit le pape Jean-Paul II, un signe de contradiction. Il a été un signe de contradiction dans sa vie, dans son œuvre, dans ses prises de position, bien connues, puisqu'il s'était opposé à l'avortement et singulièrement à l'avortement des enfants porteurs de trisomie 21, puisqu'il était le découvreur de la maladie qui les concernait, la piscidie, et il a dit à tout le monde, je ne peux pas continuer à suivre ces enfants si en même temps on me demande de les supprimer. Donc, il a été un signe de contradiction et il est resté, et son nom est resté un signe de contradiction aussi pour la Fondation. Donc, c'était pour la Fondation aussi un défi d'assumer cette partie-là de Jérôme Lejeune qui fait partie de l'ensemble de son œuvre et de sa personne. On n'allait pas couper certains pans, certains aspects de sa personnalité parce que ça dérangeait la société d'aujourd'hui. Entonces, lo que nos señala es que también había un segundo desafío, que era el desafío de llevar adelante este signo de contradicción, como decía hablar Juan Pablo II, que representaba Lejeune, porque evidentemente más hacia el final de su vida tomó esa postura que era por la vida, y especialmente por la vida de las personas que nos queremos ocupar, y entonces había que asumir ese signo de contradicción y esa visión que tenía Lejeune compartida con Juan Pablo II, que dentro del lanzamiento de esta fundación había que ser fiel a esta visión de Jérôme Lejeune, y a veces no es simple tener este desafío de asumir realmente esta contradicción, este signo de contradicción que puede llegar a causar la Fundación Lejeune. Et c'est la raison pour laquelle je dis un petit mot sur le verbe défendre, parce que dans la baseline de la Fondation Jérôme Lejeune, il y a chercher, soigner, défendre. Alors chercher, on comprend, soigner, on comprend, mais défendre, c'est plus compliqué. Les gens ont l'impression que c'est plus difficile, que c'est pas la même chose, c'est pas de la même nature. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un verbe qu'on a rajouté de manière artificielle. Normalement, si vous voulez, dans une société normale, dans un monde normal, il n'y aurait pas besoin de faire une fondation scientifique et médicale et de préciser le mot défendre la vie. Parce que le médecin, c'est sa vocation, il défend la vie, il a prêté serment à Hippocrate, donc c'est normal que le médecin sauve des vies tous les jours. Il n'y a pas besoin de lui dire ou de lui préciser.
l'originalité de l'œuvre de Jérôme Lejeune, c'est que justement, il a été obligé de préciser que le médecin, son rôle, c'était de soigner, de défendre la vie et pas de supprimer la vie quand il était incapable de soigner les personnes, ou que les personnes étaient trop âgées ou qu'elles étaient handicapées. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui fait la spécificité de Jérôme Lejeune, c'est que, et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, et singulièrement en Europe occidentale, il est nécessaire, malheureusement, de préciser, défendre, je dis bien défendre la vie du commencement à la fin, parce que le mot accueillir la vie, quelquefois on nous a dit vous devriez mettre accueillir parce que c'est un mot qui est plus doux, mais malheureusement, il faut avouer qu'on est obligé de défendre la vie, encore plus que de l'accueillir. Bien sûr, il faut l'accueillir, mais il faut aussi la défendre. Donc, c'est absolument naturel pour nous d'avoir mis ce mot-là. Il s'applique d'autant plus et d'autant mieux dans notre société contemporaine française et d'Europe occidentale où, effectivement, le dépistage systématique de la trisomie 21 fait des ravages. Enfin, et au moment où on a créé la Fondation, c'était pratiquement la même année où on généralisait et on rendait gratuit le test de dépistage pour toutes les mères pour la trisomie 21. Entonces, él quiere llevar su atención en la palabra del defender, que está dentro de nuestro objeto, es nuestro tercer objeto, que no es algo que se agregó de manera artificial. Lo que pasa es que en un mundo en el cual estamos insertos y vivimos, a veces algo que tendría que ser normal tiene que ser resaltado. Defender entonces es algo que es totalmente consubstancial a la filosofía de Jérôme Lejeune, sobre todo teniendo en cuenta la visión hipocrática que tenía de la medicina, que defendemos la vida desde el inicio hasta su muerte natural. El médico está al servicio de esa vida en todos sus estados. Y eso que parece tan sencillo y tan simple en un mundo normal, quizás hoy en las sociedades occidentales no lo es. Entonces es necesario defender. La Fundación Lejeune nació más o menos en el mismo momento en que el depistaje, en screening, cuando una búsqueda sistemática de las mujeres que tenían un embarazo, buscaban sistemáticamente la trisomía 21 y eso se había banalizado y hecho gratuitamente. Entonces hay un paralelo entre se crea la fundación y a la vez la sociedad del mundo lleva hacia una eliminación o hacia un trato totalmente diferencial y discriminatorio frente a las personas con trisomía o síndrome de Down. C'est la raison aussi pour laquelle la fondation s'appelle Jérôme Lejeune et qu'elle ne s'appelle pas Fondation sur la trisomie 21, par exemple, parce qu'en réalité, l'ensemble de l'œuvre de Jérôme Lejeune est plus large que simplement la défense des personnes porteuses de trisomie 21 ou la consultation ou la recherche. En fait, Jérôme Lejeune était porteur d'une vision de l'homme, de la famille, de la société, de la médecine, qui dépasse le simple cadre d'une consultation, en fait. Il était porteur d'une vision anthropologique qui tente à disparaître aujourd'hui dans le monde contemporain et transhumaniste. Donc ça, c'est important de le comprendre pour la fondation, aussi pour la fondation argentine. Si on ne s'occupait que de la trisomie, en fait, on pourrait s'appeler fondation sur la trisomie ou Down syndrome, mais ça existe déjà. Donc, ce qui fait la spécificité, l'originalité, le caractère contradictoire et donc attirant aussi de Jérôme Lejeune, c'est cette vision anthropologique qu'il a été le premier, à proposer dans un monde qui était déjà en train de passer vers le tout technique et vers une certaine forme de transhumanisme. Il avait anticipé toutes ces dérives d'aujourd'hui avec 40 ans ou 50 ans d'avance. Lo que acaba de explicar es que la Fundación Lejeune no se llama Fundación por la Trisomía únicamente, sino que es una visión mucho más amplia, una visión antropológica, que eso es lo que da la originalidad de la Fundación,
donde no solamente nos vamos a ocupar de los pacientes con trisomía, sino que va a ser algo amplio, y eso es lo que hace a su originalidad. Transmitir esa visión de familia, de valores. Y para completar lo que decía Luisa, gracias Luisa por acompañarme en este ejercicio no fácil, ¿no? Pero por eso que nos llamamos Fundación Jérôme Lejeune, porque justamente, además de ser un gran científico, un gran médico, también llevó este signo de contradicción, esa visión antropológica profunda que choca probablemente con el transhumanismo y con otras derivas que pueden llegar a existir dentro de las sociedades actuales en las cuales vivimos. Ensuite, je voudrais dire un petit mot sur le nerf de la guerre, comme on dit en français, qui est l'argent. On a commencé la Fondation Jérôme Lejeune avec zéro centime, on n'avait pas un centime. Et en fait, on a commencé à partir de la liste des personnes qui avaient assisté aux obsèques et qui avaient laissé un petit mot avec leur adresse. Et donc, on a pris cette liste des pompes funèbres. Et ça a été notre premier fichier, quoi. Et donc, on a commencé très, très petitement, mais en disant très clairement ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire la première pierre qu'on voulait poser, c'était recréer cette consultation. Et on a nourri, on a entretenu l'enthousiasme de ceux qui étaient venus à la messe, qui étaient quand même des gens proches. Et c'est vrai que les gens ont répondu avec beaucoup de fidélité, beaucoup de générosité et beaucoup d'exigence aussi à nos premières sollicitations. Et on a vraiment commencé comme ça. On a commencé petit, les gens nous ont donné beaucoup. Dès le début, en fait. Cuando empezaron, él cuenta que empezaron con 0 plata, no tenían nada, y bueno, empezaron a hacer una lista de la gente que estuvo presente en el entierro del profesor Lejeune, y empezaron a llamar a todas esas personas y que respondieron con mucho entusiasmo, generosidad y también con mucha exigencia, porque era gente que lo conocía y que lo quería. Así que bueno, arrancaron con eso, llamando a la gente que estuvo presente en ese momento. Y para completar lo que dice Luisa, es también empezar desde lo más básico, que es abrir lo antes posible la consulta médica que ya tenía Lejeune, que también fue esa piedra angular. Entonces, sin plata y empezar a consultar. Eso fue el... Sí, recrear la consulta. Après ça, il y a eu une application, je le dis parce que c'est comme ça que ça a commencé, une application très forte, quand même de la part au début de Madame Lejeune et de moi-même, puisqu'au début on était tous les deux tout seuls, et on s'est fait aider bien sûr très rapidement par des gens qui étaient spécialistes en marketing, et on a tout fait nous-mêmes. La communication, nous-mêmes, on n'a pas sous-traité à des boîtes de communication qui se proposaient. Il y a beaucoup de boîtes de com qui disent on va vous répondre à vos donateurs, on va faire les messages pour vous, etc. On a fait tous les messages nous-mêmes, on a appris le marketing nous-mêmes, et encore aujourd'hui, on fait le traitement du don et du donateur, on le fait nous-mêmes. Et des amis nous avaient bien mis en garde en nous disant, si vous voulez conserver quelque chose de très personnel, de très familial, et qui porte au cœur des gens, il faut faire le travail vous-même, parce que sinon, vous avez des quantités d'agences qui rédigent des messages pour vous, mais c'est impersonnel. Donc, il y a eu beaucoup de travail de notre part, il faut le dire. Et moi, je sais, j'ai passé des années à faire des conférences en France, à l'invitation d'ailleurs de quantité d'associations style association familiale catholique, voyez-vous, il y en a partout dans toutes les régions, et puis d'autres formes d'associations, parce que le produit était nouveau, et donc on avait réussi à attirer, à susciter la curiosité des gens. Et donc, moi, j'ai fait des centaines de conférences. J'ai dû arriver à plus de 1000 conférences en quelques années. J'en faisais au moins 150, j'en faisais au moins 2 par semaine pendant des années, en fait, pour faire connaître la Fondation, pour faire connaître le service qu'elle allait rendre et pour récupérer de l'argent. Entonces, otra originalidad es que cuando empezaron, bueno, no tenían plata y querían hacer la consulta, pero se requirió una implicancia muy fuerte tanto de su persona y de Pierre Lejeune, que era la mujer de Lejeune, que se pusieron como meta aprender el oficio solo, es decir, que no fueron sistemáticamente a una agencia de comunicación, sino que empezaron a
a producir realmente los elementos de marketing ellos mismos. También querían guardar el aspecto familiar de la fundación, ¿no? De esa familia, ese espíritu de familia. Entonces, como una familia emprendedora, las cosas se hacen en casa. También una de las cosas que enseguida le consumió muchísimo tiempo fue el hecho de ir a distintas asociaciones alrededor del país para hacer conocer la fundación y explicar y hacer ciclos de conferencias. En total debe haber hecho unas 1000 conferencias, 2 por semana, para que realmente la fundación fuese conocida. Entonces está el aspecto familiar, el aspecto emprendedor, el aspecto también de dar a conocer a través de conferencias y charlas. Et d'ailleurs, à cette tâche-là, Birk le Jeune, jusqu'à sa mort il y a 1 an, a toujours été très fidèle et elle écrivait des petits mots à la main personnels aux donateurs. Et moi, dans les conférences que je faisais à travers la France, très souvent, je voyais des gens arriver à la fin de ma conférence et dans leur poche, ils avaient la liste, enfin la collection complète de tous les petits mots que Madame le Jeune leur avait écrits depuis 10 ans ou 15 ans. Et donc, ils me sortaient ça comme une relique, quoi. Ils étaient très touchés, en fait, qu'on leur réponde personnellement. Et Madame Jeune faisait l'effort de se souvenir, de savoir si ils avaient un enfant porteur d'une trisomie ou si ils avaient perdu quelqu'un dans leur famille. Et donc, elle avait ce génie de l'intelligence, de la situation et de l'à-propos que les gens ont trouvé très touchant jusqu'à la fin. Je termine ce point-là en disant que au début, on nous a donné, parce que nous étions originaux et qu'on créait quelque chose et qu'on disait qu'on allait créer quelque chose de très concret. Donc les gens nous ont fait confiance parce qu'on les a enthousiasmés. Et je dirais que maintenant, 25 ans plus tard, alors que la Fondation a quand même beaucoup plus de moyens, une notoriété qui est installée, on nous donne, je dirais peut-être encore plus, parce qu'on a fait déjà quelque chose et on est crédible. Et donc on a apporté la preuve qu'on pouvait encore donner plus. Donc on ne prête qu'aux riches, mais on nous donne parce qu'on est déjà riche en quelque sorte. Donc le phénomène continue et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment commencer avec de l'enthousiasme pour que cet enthousiasme perdure encore pendant des années. Contó que la mujer de Jean Lejeune, Birk, siempre mantuvo una relación como personal con todos los que participaban de la fundación, las familias. Ella escribía personalmente cartas a las familias, se acordaban quién era su hijo, y la gente la verdad que conservaba esa carta como algo muy preciado, y esa también forma parte de la originalidad de la fundación, de querer ser cercano a todos los que participaron y participan de la fundación. Es increíble. Claro, y yo para agregar, entonces, lo que decía Luisa es que Birk le Jeune, cada vez que alguien hacía una donación, ella arriba de un cierto monto, yo lo he visto en la fundación, les escribía un agradecimiento muy personalizado. Entonces, y ellos entonces empezaron con esta forma de trabajar muy concreta, en el cual lo original era abrir una consulta e ir a ocuparse realmente de los pacientes. Y además este aspecto de emprendedor. Yo me acuerdo, voy a hacer un apartado y voy a agregar algo. Tengo un primo francés que fue a vivir a Francia y su padre hacía transferencias desde acá a Francia para la Fundación Lejeune. Entonces recibió en la Argentina en los años 2000 una respuesta, un agradecimiento que llegó a la Argentina y invitándolo a la Fundación Lejeune. Entonces mi primo fue directamente a la Fundación Lejeune sin conocer a nadie y la fue a saludar a Birk le Jeune. ¿Puedes traduire Oui, qui est la Fondation Théodulaire pour remercier Bodo, l'invitant de la Fondation, donc c'était compté. Oui, on peut même rajouter d'ailleurs que Birk le Jeune avait le génie de retourner les gens, parce que quelquefois il y a des gens qui écrivent à la Fondation parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'on faisait ou qui ne sont pas contents de ce qu'on a dit. Et donc, nous, on a tendance, quand on était jeunes, on avait tendance à mettre ces mots à la poubelle parce que ça nous agaçait. Et en fait, Madame le Jeune prenait le soin de répondre à la personne en disant mais voilà, je réponds à votre question, ce n'est pas exactement ce qu'on a dit. Et donc, elle réexplique tout et la personne, à ce moment-là, fait un don. Et donc, on a
souvent transformé des lettres d'engueulade, enfin entre guillemets, en dons, puisque Madame John arrivait à retourner les gens. Ils disaient, c'est formidable ce que vous faites, du coup, je vous donne. Ça, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vraiment une relation personnelle la plus étroite possible avec les gens. Et depuis la mort de Birk, c'est ce qu'on fait avec Thierry Lévy-Jégu, le directeur, et moi. C'est nous qui faisons maintenant les petits mots, et on s'aperçoit à quel point c'était du boulot, parce que nous, on a quand même, enfin, je ne connais pas les chiffres actuels, mais il y a déjà longtemps, il y a déjà plus de 10 ans, on avait 100 000 donateurs. 100 000 donateurs. C'est des petits donateurs, mais 100 000 donateurs fidèles, ça assure un matelas extrêmement confortable parce que les gens n'arrêtent pas de donner, en fait. Et les gens, ils ont l'impression que s'ils arrêtent de donner, qu'ils trahissent. Donc, ils n'arrêtent pas. Cuenta que incluso Birk le contestaba a la gente que mandaba cartas quejándose o porque no habían entendido bien lo que habían explicado, que había algún malentendido, y muchas veces pasaba que esas cartas ellos como que, bueno, no sabían mucho qué hacer y ella las contestaba y les explicaba y les preguntaba qué es lo que habían entendido, qué es lo que había pasado, y muchas veces lograba que esa gente, bueno, quedaba tan contenta con la respuesta que terminaba donando, así que ese trato tan personal y tan dedicado, bueno, hizo que tengan muchísimos donantes después. Cuenta que tienen más o menos 100.000 donantes, ¿no? Que son donantes chiquititos, pero que son muy fieles y que eso hace que tengan como una base amplia y que ayuda un montón. Y también para completar que hoy es Jean-Marie Lemené y Thierry Lévy-Jégu, quien es el director de la fundación, que contestan a los donadores. Y también la gente que escriba a veces y que sigue escribiendo a veces es también para gritar y para decir que no les gusta lo que estamos haciendo. Y seguimos contestando para explicar mejor. Y sí, funciona bien. Voilà, il n'y a pas besoin de traduire. Je termine en vous disant un mot sur la manière de vivre la fondation. C'est pas, il faut plus vivre la fondation que l'administrer ou la gérer. C'est une vie, c'est une animation en fait, permanente. Et je pense que le maître mot, c'est quand même de l'endurance. Vous savez, dans la course, il y a la résistance. La résistance, c'est plutôt au début, et puis l'endurance, c'est durer dans le temps. Et la qualité d'un service rendu se mesure aussi à la durée du service rendu dans le temps. Quand on aide quelqu'un, si on dit « je viens t'aider quand tu m'appelles et puis après ça, je ne reviens plus », c'est pas ça. Les gens doivent pouvoir compter sur nous, pouvoir compter sur la Fondation Jérôme Lejeune, en France ou en Argentine, dans le temps, dans la durée. Ça, c'est très important. Et pour ça, il faut avoir quelques trucs, je dirais. S'efforcer de toujours avoir le ton juste, travailler beaucoup le ton que l'on emploie dans la Fondation pour maintenir, justifier, crédibiliser le travail que nous faisons, établir aussi une relation juste, équilibrée avec les autres. Il ne faut pas donner l'impression qu'on est les meilleurs, que les autres sont nuls, etc. Il faut garder évidemment une certaine humilité. Ce que font les autres, c'est très bien. Nous, on fait quelque chose d'original, on prend la place de personne, on est complémentaires. Il faut travailler la qualité de cette relation, ou bien avec les associations qui travaillent sur le même secteur, ou bien, à plus forte raison aussi, avec les pouvoirs publics. C'est très important, même si on a l'impression que les pouvoirs publics ne nous soutiennent pas, il faut quand même s'efforcer d'entretenir de bonnes relations avec eux, c'est important. Et puis, il faut croire absolument dans le projet, même quand il y a des périodes de doute. Nous, on a eu des périodes de doute, des périodes difficiles, en fait, en réalité, qu'on regarde maintenant avec une certaine distance, car heureusement, c'est des moments du passé, mais il faut continuer à croire, même quand les éléments semblent se déchaîner contre nous. Et moi, je me souviens à un certain moment, quand on montait la consultation, parce que ça a été difficile de monter la consultation, il fallait obtenir une autorisation du ministre. Il y avait des médecins qui n'y croyaient pas, des médecins de la consultation de chez nous, qui étaient des élèves de Jérôme Lejeune, qui étaient des gens très proches, et qui ne croyaient pas, en fait. Ils disaient ça va jamais marcher, etc. Et donc, nous, on a quand même on a dépassé ce doute-là, on n'a jamais cédé au doute. Et c'est important parce qu'il y a forcément des moments où ça va aller bien et des moments où ça va aller moins bien. Donc, il ne faut jamais relâcher la foi qu'on a dans l'originalité et la pertinence et la grandeur du projet.
Entonces, lo que nos quiere hacer parte de Jean-Marie es también que varios puntos, ¿no?, dentro de este espíritu que tenemos que tener como grupo humano para llevar el proyecto este. Primero hay que vivir la fundación, realmente encarnarla y que a cada uno de nosotros encarnemos y vivamos esa fundación. Después, también tener la capacidad de resiliencia y de durar en el tiempo. Realmente la calidad no se hace cuando uno va a ver una persona para ayudarla una vez, sino sobre el largo plazo y en el tiempo, y ahí se nota la fidelidad y la calidad de nuestro servicio que le queremos dar a la comunidad, ¿no? También es importante guardar la tonalidad justa con las distintas organizaciones que están dentro del mismo sector, incluso con los poderes públicos, también siempre mantener una tonalidad y una cordialidad muy elevada en nuestros estándares. Para eso, la fórmula quizás es la humildad, que nos recomienda, y por fin ahí va a haber dentro de nuestra aventura, como lo hubo en la aventura de la Fundación en Francia, periodos de dudas, en el cual hay contradicciones y hay que saber crear a pesar de todo contra a veces adversidades y faltas de esperanza de los unos a los demás. Así que un poco como un atleta. Luisa, ¿quieres completar algo? No. Sí, y también para los que nos escuchan, que son médicos, que varios médicos en su momento también, cuando presentaron el proyecto, no creían que este proyecto sería factible y que iría a funcionar. Pero bueno, ellos empezaron realmente a la consulta y duraron en el tiempo. Ouais, je termine maintenant pour laisser la place aux questions. Je termine juste en disant qu'il faut même penser qu'il peut y avoir des bonnes surprises, y compris avec ceux qui paraissent les adversaires. Nous, on a plusieurs exemples comme ça, je n'ai pas le temps de les citer tous, mais il faut savoir que, par exemple, l'autorisation qui nous a été délivrée par le ministre de la Santé, qui a été délivrée à la consultation pour pouvoir avoir le droit d'exister, nous a été délivrée par un ministre de la Santé socialiste, donc il ne pensait pas du tout comme nous sur le fond, mais qui a jugé que ce que nous faisions était original, que personne ne le faisait, et que par conséquent, il fallait nous soutenir. Et son soutien a été si loin qu'à l'Assemblée nationale, donc au Parlement, ce ministre-là a été attaqué par ses amis socialistes qui lui ont reproché d'autoriser la création d'une consultation Jérôme Lejeune, qui portait le nom d'un adversaire de l'avortement, etc. Donc le ministre lui-même s'est retrouvé attaqué par des parlementaires de son propre camp. Et en fait, il nous a défendus publiquement devant l'Assemblée nationale en disant ce qu'ils font mérite d'être soutenu, et le jour où l'hôpital public fera ce qu'ils font eux, eh bien, je les défendrai aussi. Donc on a été extrêmement surpris de ce soutien inattendu. Et donc, il faut toujours croire aux bonnes surprises. Il est arrivé plusieurs fois qu'on soit comme ça, défendu en quelque sorte soutenu par ceux qu'on croyait être nos adversaires. Ils peuvent l'être dans certains cas, mais pas toujours. C'est important de se souvenir de ça. C'est des exemples qui sont, nous, on en a plusieurs comme ça. Luisa, cuenta algunas historias donde tuvieron sorpresas, lindas sorpresas, de gente que quizás uno piensa que puede ser como de opuesto a lo que piensa la fundación, y que cuenta al principio que el ministro de Salud, que era socialista, fue el que aprobó que ellos puedan tener las consultas de la fundación. Y que si bien, bueno, era socialista y tenía otra creencia, él fue el que los defendió después, y que este mismo ministro fue atacado por la misma gente del partido, como diciendo cómo vas a defender una fundación que está en contra del aborto, y bueno, que él los defendió. Entonces, bueno, fue una linda sorpresa en su momento, y que así tienen otras historias para contar, que no tienen tiempo para contar todas, pero bueno, es lindo recordar esas lindas sorpresas. Jean-Marie, il s'agit bien de Bernard Kouchner, non? Le fondateur de Médecins Sans Frontières. Exact.
Este ministro era Bernard Kouchner, que él mismo fundó Médicos Sin Fronteras, que le dio una mano muy importante a la fundación en los inicios. Así que buenas noticias va a haber también en nuestra fundación. Enfin, un dernier mot, il faut bien soigner la relation en interne au sein de la Fondation Jérôme Lejeune Argentine. Il faut bien soigner la relation que nous avons entre ceux qui sont plutôt les administratifs ou les dirigeants, la gouvernance de la Fondation, et puis ceux qui sont des spécialistes de la médecine ou de la recherche. Et par expérience, on sait que c'est difficile parce que nous n'avons pas les mêmes façons de travailler, la même formation, les mêmes objectifs. Et ce sont souvent des mondes qui ne se connaissent pas bien et qui peuvent avoir tendance à se critiquer, même au sein d'une même institution. Nous, on a connu des périodes de grandes critiques entre les uns et les autres. Entre les scientifiques et les médecins, c'est épouvantable. Enfin, donc, en fait, et puis je ne parle pas des administratifs ou des budgétaires qui sont considérés comme des gens inutiles, évidemment, puisqu'ils ne sauvent personne. Bon, je force un petit peu le trait, naturellement. Mais c'est important parce que nous, on a eu ces difficultés-là. On a eu des difficultés très graves par le passé. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais il y a eu ces difficultés. Donc, il faut aussi croire au miracle, passer par toutes ces crises, qui sont souvent des crises de croissance, voilà. Et puis croire au miracle, parce qu'il y a effectivement des miracles qui se passent. Enfin, je donne un exemple de miracle tout à fait très, très concret. Moi, j'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres, un jour, un lingot d'or. J'ai apporté à la Fondation, je précise, que je n'ai pas gardé pour moi. Mais qui était il y avait un petit peu pour dire que c'était pour la Fondation. Mais j'aurais pu le garder, personne n'aurait rien vu. Mais je n'ai pas, j'en tire aucune gloire. Après ça, j'ai su qui avait donné. C'était une amie de ma maman qui avait mis ça dans la boîte aux lettres. Et Madame Lejeune a eu souvent des gens qui sont venus la voir avec des pièces d'or cousues dans la doublure de leurs vêtements. Enfin, des choses un peu, des fioretti un peu originales quand même. Et c'est ce que je vous souhaite qu'il vous arrive. Et je ne doute pas un instant que ça vous arrivera aussi. Bueno, él dice que ellos también, bueno, a lo largo de todos estos años tuvieron sus crisis, que bueno, que fueron crisis igual de crecimiento. Él dice que hay que cuidar mucho la relación entre nosotros, entre los médicos, con los administrativos, con la gente, distinta gente que trabaja en la fundación, porque inevitablemente siempre pueden haber críticas hacia otro, discusiones, formas de trabajar distintas, y bueno, hay que aprender a trabajar juntos y hay que cuidar esas relaciones. Que bueno, que ellos tuvieron esos momentos de crisis, pero que bueno, fueron de crecimiento. Y que después también les pasaron cosas milagrosas, que incluso llegaron a recibir un lingote de oro como donación, cosas así como increíbles. ¿Qué más? ¿Qué ves? No, es eso. Les apareció un lingote de oro en la casilla de correo, entonces estaban bastante sorprendidos. Y era una amiga de la mamá de Jean-Marie Le Mené que donó un lingote de oro y no se lo guardó para él, Jean-Marie Le Mené, sino se lo dio realmente a la fundación. Et tu disais qu'il a dit qu'il vous souhaitait la même chose, le même genre de petit miracle. Y nos desea también que tengamos muchos lingotes de oro que nos vayan cayendo en la casilla de correo de Luz. Tienes que ir a revisar siempre. Peut-être les questions maintenant, peut-être, Emmanuel. A ver, bueno, es el momento de las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría formular. Recibimos preguntas por mail, algunas preguntas las recibimos por mail, que han sido contestadas en el transcurso de la exposición, pero las voy a leer por si el doctor quiere reforzar algún concepto. Una de ellas es, habiendo conocido al profesor, ¿cuál cree usted que sería su recomendación para que los profesionales que llevan a cabo la tarea del instituto en Argentina? Alors, la question... Vas-y, tu peux traduire? Oui, je disais en 2 mots, mais quelles seraient les recommandations, ayant connu le professeur Lejeune, quelles seraient les recommandations pour le personnel médical qui vient travailler à l'Institut? À l'Institut argentin? Oui. Mais je crois qu'on a encore la chance d'avoir
à la Fondation Jérôme Lejeune des gens qui ont connu Jérôme Lejeune, qui ont pratiqué la médecine avec lui et qui donc peuvent transmettre un savoir de première, voilà, qu'ils ont connu directement. On a aussi avec le professeur Avalti qui a travaillé déjà avec certains ou certaines d'entre vous, quelqu'un qui a bien intégré cette façon de faire, cette façon de travailler pour les personnes porteuses de la trisomie 21. Donc je crois que on a la chance de pouvoir encore compter sur ces personnes et c'est elles qu'il faut entendre et qu'il faut écouter dans la mise en œuvre de l'héritage de Jérôme Lejeune, sachant qu'il y a des choses qui demandent probablement à être expliquées, développées, approfondies, parce qu'elles ne sont pas comprises peut-être encore par l'ensemble des gens, des acteurs qui s'intéressent au syndrome de Down. Il y a des choses originales dont la Fondation est porteuse et qu'il faut peut-être écouter et il faut en discuter entre nous pour ça. Mais il y a des choses qui doivent être approfondies, incontestablement. Voilà ce que je peux vous dire en première réponse. Entonces, para responder a la pregunta sobre cuál sería la recomendación que nos daría sobre todo para los médicos, nuestros colegas médicos, es que primero apoyarse mucho y escuchar mucho a las personas que trabajan en el Instituto Jérôme Lejeune de Francia, que han conocido al profesor Lejeune, entonces tienen una capacidad de transmitir realmente muchas cosas. Entonces escuchar muchísimo, y ahí está el doctor Avalti, que ya vino 1 o 2 veces a la Argentina y que nos estará visitando. También está Clotilde, que es el chef de service, Clotilde Mirchet, que ya vino. Y después no dejar de cansarse de explicar, de desarrollar, de profundizar realmente todos los conceptos de Lejeune con paciencia, pero realmente escuchar y desarrollar. Alors, il y a parmi vous Paola Guidini qui a passé un long séjour chez nous et qui serait tout à fait en mesure de commencer à vous dire des choses. Oui, qui a fait son rapport d'étonnement chez nous et qui est maintenant très, très imprégné de la culture Lejeune. Ce qu'on peut dire, c'est que Jérôme Lejeune a sorti en quelque sorte les personnes porteuses de trisomie 21 de l'ombre où elles étaient cantonnées, en fait. Elles étaient dans l'ombre, elles étaient dans les coulisses. On ne les montrait pas parce qu'on avait honte de ces personnes, parce qu'on pensait que ces personnes étaient le fruit d'amour coupable ou de maladies honteuses, jusque dans les années 60. Ça a été... et donc, en fait, je pense que la spécificité de Jérôme Lejeune, ça a été d'enlever la culpabilité, le sentiment de culpabilité que pouvaient avoir des parents jusqu'au début des années 60. Donc, parce qu'il a montré justement que la trisomie 21 était un accident chromosomique, donc ça arrivait de manière absolument aléatoire. C'était une maladie génétique, bien sûr, mais c'est une maladie qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous et qui n'est pas une maladie honteuse, c'est un désordre chromosomique qui peut arriver chez n'importe qui. Et donc, il n'y avait pas cette culpabilité que les parents traînaient depuis la nuit des âges. Et de ce fait, il a pris l'habitude de s'adresser directement à la personne touchée par la trisomie, en lui parlant directement à elle et pas en parlant aux parents. Bien sûr, il y avait un colloque aussi avec les parents, mais il a renouvelé la manière de se comporter avec les personnes porteuses de trisomie parce qu'il leur parlait directement comme à des personnes dont il fallait respecter la dignité. Donc, il a rendu leur dignité aussi aux parents à travers le regard qu'ils portaient sur leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui a été unanimement salué. Je me souviens à ses obsèques, il y avait un enfant trisomique qui a dit « Merci, mon professeur Lejeune, de ce que tu as fait pour moi et pour mes parents. » Et pour mes parents. C'était très fort parce qu'il s'est rendu compte que le regard porté sur lui, trisomique, avait aussi ennobli en quelque sorte et restauré la dignité de ses parents, ce qui n'était pas rien quand même à l'époque dans les années 60. Bueno,
les traduzco yo. La verdad que es muy lindo lo que nos está diciendo Jean-Marie. Dice que el profesor Lejeune, una de las cosas que modificó y que hay que ubicarse en los años 60, cuando esto sucedió, es la mirada y el honor hacia los pacientes con trisomía 21 y sus familias. Pero sobre todo una característica que él logró es quitar la culpa que tenían los padres, sacar esa culpa del lugar donde estaba y liberarlos de esa culpa. Y que eso generó un gran agradecimiento en todas las familias, porque él explicó que era de manera completamente aleatoria, descubrió que fue de manera completamente aleatoria y que le puede pasar a cualquiera. Por lo tanto, él claramente explicó eso y las familias se sintieron sin ese peso que venían teniendo, y los padres sobre todo, liberados de ese peso que venían teniendo. Y contó que un paciente justamente le dijo: muchas gracias, profesor Lejeune, por lo que hizo por mí, pero también por lo que hizo por mis padres. Y que eso es realmente muy conmovedor de escuchar, y que eso es lo que nos transmitió recién Jean-Marie, nos dijo justamente esa frase. Así que eso es algo, un legado, ¿no?, que nos comparte. Muy bien, gracias, Paula. ¿Alguna otra pregunta tenés? Emanuel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour, Emeline, et tous. Je vais poser la question en espagnol, c'est bien? Tu peux le traduire, Emanuel? C'est bien? D'accord. Sí, sí. Bueno, lo que yo me pregunto también es, ¿qué consejo nos da el doctor Jean-Marie Lemenet para quedar lo más fieles posibles al mensaje de Jérôme Lejeune, considerando que básicamente él es quien pone el nombre de la fundación, es el único que pone realmente el nombre de la fundación, y un poco también cómo adaptar el mensaje de Francia o el mensaje original de la fundación a la realidad latinoamericana, o en este caso argentina. Principalmente pienso que en Latinoamérica y en Argentina hay un consenso muy grande de no discriminación hacia los chicos con trisomía, que parte básicamente de la idea de aceptarlos tal cual son, y un poco también veo que la fundación tiene un diferencial versus otras organizaciones que defienden al chico con síndrome de Down, que es la investigación y tratar de curarlos. Entonces ahí se puede generar digamos, como una dicotomía entre llamarlo una maladie o una enfermedad, o llamarlo una condición, o que es algo un poquito más que una discusión semántica, ¿no? Y la segunda pregunta sería, y tiene que ver con eso también, es, dado que nosotros queremos hacer la revolución de buscar curarlos, o intentar curarlos, o investigar un poco más sobre este problema en la trisomía, también de alguna forma nos metemos en campo genético, que también es un poco un campo éticamente difícil de transitar, y que ahí también me gustaría escuchar el consejo de él de cómo lo ve, porque me recuerda un poco al descubrimiento de la pólvora, que en general lo hizo un monje franciscano, y que luego se dice que lo hizo un monje franciscano el descubrimiento de la pólvora, y después eso tuvo consecuencias buenas y malas para la humanidad. Entonces, ¿cómo ve esa dicotomía entre tratarlo como una enfermedad y después las consecuencias del accionar genético a posteriori, que uno logra llegar a cierta conclusión en cuanto a lo genético? Emmanuel, c'est bon, j'ai traduit, je pense. Oui, Emeline a traduit en direct par écrit, là. Je pense que pour connaître la pensée de Jérôme Lejeune, il faut l'étudier, il faut en parler. Donc, rien ne remplacera les contacts personnels avec les gens qui l'ont connu, ou avec les livres qu'on peut avoir sur lui, etc. Donc, il faut en connaître, il faut en parler. De ce fait, moi, je ne pense pas que le message de la France soit particulièrement difficile à adapter à la réalité argentine, parce que la réalité argentine, c'est encore une réalité marquée par un esprit de la famille, un respect du plus faible, le plus fort aide le plus faible. C'est des choses qui existent encore en Argentine, peut-être plus qu'en dans la vieille Europe.
Et en plus, vous avez pour beaucoup d'entre vous une formation française ou européenne qui nous rend quand même très proches et très cousins en réalité. Bon. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a une conscience de plus en plus importante de la discrimination dont peuvent faire l'objet les personnes qui sont porteuses de handicap. C'est une force sur laquelle il faut s'appuyer, mais en même temps, il ne faut pas enfermer les personnes trisomiques dans une espèce de communautarisme trisomique ou communautarisme Down syndrome, comme on voit d'autres formes de communautarisme. Je ne pense pas que ce soit très sain et saïen d'enfermer les personnes trisomiques dans ce... Les personnes trisomiques sont respectables, elles ont envie de se rencontrer, de se revoir entre elles, mais elles ne font pas, on ne peut pas dire qu'elles font partie d'une communauté qui devrait avoir être sa propre finalité. Et c'est là qu'on en arrive à la question du mot guérir. Enfin, je ne sais pas, tu peux peut-être traduire jusque-là parce que c'est déjà long ce que j'ai dit. Après, je parlerai du mot guérir. Bueno, en breve, lo que él dijo en realidad tiene que ver con que él piensa que no es tan incompatible la posibilidad o los principios que plantea la Fundación Jérôme Lejeune Francia con la Argentina, porque hay características comunes que tienen que ver con el valor de la familia, que tienen que ver con que acá también en la Argentina eso se toma como un importante y la Fundación acompaña y promueven esos mismos valores. Y por otro lado, esto de que si bien él entiende que hoy por hoy se intenta la no discriminación y la integración de las personas, tampoco le parecería que hay que armar comunidades donde queden estas personas como aisladas, ¿no? Como integrando diferentes comunidades sociales y que no tengan una situación de inclusión. Sí, exacto, sin una situación de inclusión. Y con respecto a lo que se planteó para la búsqueda, ¿no? La investigación, yo eso lo digo de mi parte, estuve en contacto con la jefa de investigaciones clínicas en el instituto y hay muchas personas que trabajan desde los aspectos éticos y todas las investigaciones que se hacen en el instituto guardan aspectos éticos que son comunes a la Fundación Jérôme Lejeune, que trabajan con mucha atención. No cualquier investigación que se presenta puede ser aceptada y financiada por la Fundación. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que ver con los valores de la vida y todo está completamente resguardado y en línea con, con los principios que yo lo pude compartir. Muchas gracias, Paula. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta o ya estamos cerrando? La última. Tenemos tiempo para la última y después cerramos. Oui, je voulais continuer ma réponse à Pablo sur le mot guérir. Je sais que vous allez probablement créer une petite commission sur la sémantique du mot guérir, comment on doit comprendre le mot guérir. Est-ce qu'il faut le comprendre dans le sens de soigner, de traiter? Bon, je ne veux pas anticiper sur les débats à venir. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans le mot guérir, chez Jérôme Lejeune, il n'y avait pas du tout la volonté de priver, bien sûr, les personnes porteuses de trisomie de leur personnalité. Il ne s'agit pas de changer leur personnalité, il ne s'agit pas de changer leur personne, il ne s'agit pas de changer leur caractère, il s'agit simplement de leur rendre certaines de leurs aptitudes qui sont abîmées par ce petit désordre génétique qui s'appelle la trisomie 21. Le désordre génétique qui s'appelle le chromosome en plus introduit des réactions biochimiques qui sont surabondantes et qui diminuent un certain nombre d'aptitudes naturelles. Donc, en fait, il ne s'agit pas de faire du transhumanisme ou de faire de la thérapie génique, c'est-à-dire de modifier leur génome. Il s'agit simplement de leur rendre des aptitudes qui portent en eux, mais qui ne peuvent pas exprimer tout à fait normalement et qui, de ce fait, créent chez eux un handicap. Je pense par exemple à des questions comme le langage, la concentration,
que pour certains, la lecture ou le fait de compter. Quand ces personnes porteuses de trisomie sont plus lentes que les autres, en fait, elles sont dans une situation, c'est cette situation-là qui les handicape. Nous, ce qu'on veut rétablir, et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot guérir, il ne s'agit pas d'en faire des surhommes, ils seront toujours trisomiques. On n'enlèvera pas, on n'enlèvera pas le troisième chromosome de tout leur génome, c'est impossible. En revanche, on peut réguler certaines expressions biochimiques pour les rendre quelquefois un peu plus rapides, un peu plus concentrées, améliorer leur expression, etc. Donc en fait, c'est des choses qui vont rendre leur vie personnelle, et la vie de la famille, et la vie de la société aussi plus facile, parce que s'ils gagnent en autonomie, c'est vraiment énorme comme progrès social, si vous voulez, pour eux, pour leur famille et pour la société. Bien. Con respecto al aspecto del verbo curar que tiene la fundación, no se trata de una terapia génica ni de cambiar la personalidad de los chicos, sino en ciertos aspectos, como por ejemplo lo que es el lenguaje, la concentración, la lectura, por ejemplo, poder mejorar estos aspectos, mejorar la expresión de estos genes en cuanto a lo químico, de lo que sucede en los genes. Porque eso los lleva a eso les va a permitir tener una mejor inserción social y el objetivo de la autonomía, que quizás es donde se presenta la dificultad o la discapacidad que tienen. Entonces, la idea no es, o sea, hay reacciones químicas diferentes por la presencia de ese cromosoma en exceso, y si se trabajan sobre esas reacciones, quizás esas dificultades como el lenguaje y la expresión y la concentración se puedan mejorar, y eso les va a brindar una posibilidad de una vida autónoma y una vida social más feliz para ellos. Muy claro. Bueno, muchas gracias Jean-Marie. Merci beaucoup Jean-Marie et Emeline pour la traduction. Espérons te voir rapidement en Argentine. J'espère qu'en septembre ou en octobre, quand on aura déjà une consultation à Córdoba, qui serait probablement la première consultation de jeunes en Amérique latine. Donc on est très fiers. Et merci pour votre soutien et la transmission de toute cette sagesse et toute cette œuvre que vous avez su mener à bien pendant tellement d'années. Merci Emmanuel, merci à toi et merci à toute l'équipe qu'on connaît en partie, et nous souhaitons avec Emeline et le directeur de la Fondation venir, c'est vrai, bien vite en Argentine pour inaugurer la consultation à Córdoba. Merci, bon courage à vous tous. Merci. Merci. Adiós. Au revoir. Chao. Adiós. Emma, ¿querés hacer la traducción de la última parte? Sí, que, no sé, que está muy contento con todo lo que charlamos esta vez y que espera poder venir a visitarnos muy pronto con otras personalidades de la Fundación cuando abramos la consulta en septiembre, octubre en Córdoba. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Al doctor le queremos decir que en el chat que estamos teniendo ahora, todos le dicen muchas gracias, muy rico todo lo que nos ha dicho, excelente presentación, muchas gracias, nos sigue maravillando la vida de Jérôme Lejeune. Así que muchísimas gracias, doctor, gracias a todos los médicos, voluntarios y amigos de nuestra fundación, gracias por haber estado todos aquí, y tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Clota. Gracias, Gracias. Clota. Adiós, Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.